Public. Vous nous avez rejoint, Bali Bagayoko. Merci beaucoup d'être là. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes avec Jean-Michel Apathy. Première réaction, évidemment, sur le feuilleton qui a commencé ici même sur ce plateau. Quand vous aviez dit, j'ai décroché et retourné le portrait du président de la République dans l'Amérique. Réaction en chaîne. Le préfet vous écrit pour vous dire... vous devriez le raccrocher. Quelle est votre réponse? La réponse, elle est qu'il a parfaitement raison, le préfet, en disant vous devriez. Donc, c'est pas un impératif, c'est une invitation. Et donc, il réaffirme par ses propos le fait qu'il n'y a aucun cadre légal qui l'oblige. C'est sectaire, quand même. Oui, j'ai entendu... Très sincèrement, j'ai entendu vos propos et en plus, vous êtes quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect parce que vous avez toujours été très juste d'ailleurs dans vos propos parce que sur cette première partie de vos interventions que j'ai écoutées, vous avez été très juste puisque vous avez rappelé le cadre qui fixait le fait qu'il n'y a aucune obligation de le faire et donc c'était très clair. C'est un geste sectaire. Vous avez envoyé sur un propos qui était très discourtois en disant que c'était sectaire. Non, c'était beaucoup plus en phase avec l'actualité dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que premièrement, je vous invite, pour beaucoup d'entre vous, à essayer de faire une enquête pour savoir quel est le nombre de maires dans les 35 000 communes qui ont dans leur bureau le portrait du président de la République. Est-ce que vous le savez? Non, je ne le sais pas. Voilà. Ce que Donc, il y en a très peu. Ce que je sais, c'est que vous l'avez décroché. Non, et que, oui, si, je crois, hein, c'est ce que j'ai compris. Et c'est le décrochage qui est un problème, parce que si on ne respecte plus rien, ni personne, ni aucune institution, que vous vous opposiez à Emmanuel Macron. En fait, le problème, c'est pas le décrochage, c'est pas ça le problème. Pour moi, le problème, il est surtout du fait que dans les territoires qui sont les miens, je vois au quotidien des gens qui sont dans une forme de souffrance, et ça, c'est le combat politique qui est mené. Et je trouve d'ailleurs que le président de la République, pour être très concret, ne pense pas tous les jours à son portrait dans les mairies d'ailleurs. Donc je pense que c'est un sujet extrêmement beaucoup plus sérieux que le simple sujet autour du portrait. Donc on fait tout un paquet autour d'un je pose la question du... Ça n'a absolument rien à voir. Alors demain, ce qui est pas... je ne le souhaite pas du tout, parce que nous allons tout faire, nous, pour qu'en 2027, ça ne soit pas le cas. Vous imaginez un instant que la candidate de l'extrême droite ou le candidat de l'extrême droite gagne et que demain, on aurait une injection quasiment des différents préfets pour que nous opposons l'ensemble des portraits de ces personnes qui se classent dans l'extrême droite. Mais alors attendez, Bali Bagayoko, justement, sectarisme, dit Jean-Michel Apathy, quel autre président, à part Jean-Luc Mélenchon, évidemment c'est votre candidat, à part Jean-Luc Mélenchon, quel autre président élu serait digne de figurer? Moi je le dis, non mais attendez, mon propos était très clair. Apparemment, pour être totalement transparent en réalité, ce portrait n'a jamais été accroché dans les bureaux de la mairie de Saint-Denis depuis, parce que moi je suis en responsabilité depuis 20 ans, j'ai eu une intermittence entre 2020 et 2026. Ah, vos prédécesseurs ne l'affichaient pas non plus? Jamais, mais c'est pas grave. C'est-à-dire M. Hutin par exemple ne l'affichait pas non plus? Il n'a jamais été accroché, donc c'est très clair. Et pour la petite boutade, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce portrait avait été mis dans un coin et que c'est un camarade qui, voulant s'amuser à un petit jeu, l'a accroché. Et quand je suis arrivé dans mon bureau, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce portrait n'était pas accroché, donc je l'ai décroché. Et c'est vrai que j'ai accompagné ce message-là sur le fait qu'il y avait une séquence particulière où, premièrement, le président de la République, c'est pour moi, entre guillemets, je veux dire, ne s'est pas rendu à la hauteur de l'enjeu quand j'ai été attaqué de propos racistes, et j'aurais souhaité avoir son propos, il ne l'a pas amené. Et puis après, il y a tout un ensemble de sujets qui concernent les habitants des quartiers populaires pour lesquels le président de la République n'a pas été complètement en phase avec sa promesse. Écoutez, Jordan Bardella était l'invité du podcast que nous lançons ici, et lui aussi, à sa façon, vous accuse de sectarisme, en allant jusqu'à dire si Jean-Luc Mélenchon était élu, on m'enverrait au goulag. Vous allez voir, il finit un peu sur une plaisanterie, mais le début du propos est sérieux et vous répondrez. Vous croyez vraiment que Jean-Luc Mélenchon vous mettrait au goulag? Oui, je pense, oui. Peut-être vous aussi d'ailleurs, mais... Non, mais... Ils ont une conception de la République et de la liberté qui est extrêmement autoritaire, qui est extrêmement dure. Quand on passe ses journées à injurier, à éructer, à injurier les forces de l'ordre, à vouloir désarmer nos policiers, à faire le jeu de l'idéologie islamiste. Oui, je pense que si Jean-Luc Mélenchon devient président de la République, je finirai soit au goulag, soit je solliciterai de la part du gouvernement de Madame Meloni l'asile politique. Vous parlez sérieusement? Oui, je pense que c'est une hypothèse. Voilà, il ajoutait après que c'était plutôt une blague la deuxième, enfin réponse sur le thème du goulag. Oui, mais je pense que c'est des propos absolument irresponsables, parce que quand on connaît ce que c'est le goulag et la connotation historique, on ne peut pas associer la notion de goulag avec, bien sûr, une présidence qui serait incarnée par la gauche de recrue, dont serait Jean-Luc Mélenchon président. Donc c'est des propos qui le disqualifient, mais ce n'est pas la première fois que ce coutumier de la disqualification s'exprime. La question qui est posée, c'est la question du rapport à la République et aux libertés.
vous avez évoqué, Manuel Bompard aussi d'ailleurs, la possibilité de rassemblement populaire, je ne sais plus comment vous avez qualifié, si le Rassemblement national gagne. Mais si le Rassemblement national gagne, c'est parce que le suffrage universel l'aura décidé. Et je voudrais ajouter dans ce propos que j'ai été étonné, c'était sur LCI avec Amélie Carrouer, d'entendre Jean-Luc Mélenchon, qui sait bien tous les reproches qu'on lui fait, dire ce qui nous renvoie au rapport aux libertés. Si la Chine prend Taïwan, c'est pas notre problème. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la volonté de porter la défense des libertés. Il y a une forme de fascination vis-à-vis des systèmes autoritaires et des dictatures que l'on retrouve un peu partout chez LFI. Et ça, c'est un problème. On ne le retrouve plus au Rassemblement national, alors que pendant longtemps, quand on parlait du Front National, c'était l'une des critiques que l'on adressait à ce parti. Bali Bagayoko. Oui, il appartient à Jean-Michel Apathy de vouloir normaliser ce qu'est l'extrême droite dans ce pays. Et donc je trouve que, oui, parce que en tentant d'expliquer, en fin de compte, que la France insoumise aurait un problème avec la République et ne porte plus en fait les valeurs humanistes, c'est purement et simplement des propos qui sont quasiment dangereux, y compris de le dire en ces termes-là. Mais dangereux Ensuite, peut-être, mais c'est les propos qui sont tenus. Non, je ne pense pas. C'est dans mes propos à moi. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'une formation politique qui, après 3 présentations successives aux élections présidentielles, qui amasse des millions de personnes, vous ne pouvez pas considérer que ces personnes, en fait, sont en marge de la République en tant que telle. Donc, ce que vous dites est absolument faux en tant que tel. Après, que nous ayons des nuances, c'est parfaitement entendable. Que parfois nous soyons amenés à conflictualiser un certain nombre de sujets pour se faire entendre. C'est aussi vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la seule formation politique qui est en capacité aujourd'hui de faire des propositions, y compris sur la gauche de rupture, c'est la France Insoumise en tant que telle. Monsieur le maire, incontestable. Si le RN gagne, oui, c'est une hypothèse. Alors c'est vrai que bon, si le RN gagne, alors vous vous opposerez évidemment, ça c'est la règle démocratique, mais est-ce que vous ferez plus que vous opposer? Est-ce qu'il y aura une sorte d'objection de conscience? Est-ce que la France Insoumise, d'après vous, devrait entrer dans une forme de contestation? Nous continuons à faire la contestation. Alors c'est vrai que dans mes propos, j'avais été jusqu'à indiquer la question de l'insurrection populaire, qui avait levé tout un ensemble de sujets, j'entends. Mais vous dites, pardon, je vous cite, j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Oui, une intime conviction parce que l'histoire nous ramène à ça. L'histoire de France, que chacun d'entre nous ici connaît parfaitement, nous avons été, sans d'ailleurs le souhaiter par le passé, être confrontés à cette réalité. Et quand je dis j'ai l'intime conviction que le peuple est capable, c'est parce que l'histoire l'a démontré. Mais vous Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que vous la souhaitez? Je ne suis pas en train de le souhaiter, puisque nous souhaitons avant tout la question de la révolution citoyenne et la mobilisation populaire. Ça, c'est incontestable. Nous l'avons dit et nous le revendiquons. Mais pour être la raison pour laquelle est-ce que par avance vous condamnez l'usage de la violence? Alors nous avons toujours condamné la question de la violence. Et je remarque plus une chose, c'est que ce sont plutôt les tenants de l'extrême droite qui sont plutôt violents que l'inverse. Donc nous sommes vraiment pour gagner dans les urnes. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à faire campagne. Et nous sommes les seuls en capacité de gagner face à l'extrême droite, là où malheureusement certains sont en train de plutôt essayer de... J'ai une question simple, je crois. Si le candidat du Rassemblement national gagne la prochaine élection présidentielle, est-ce que vous le considérerez comme légitime dans l'exercice du pouvoir? Elle ne gagnera pas en fait l'élection présidentielle parce qu'elle ne gagnera pas l'élection présidentielle. D'accord, ça c'est votre pronostic, c'est votre souhait. Ça n'est pas la discussion. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national, le candidat du Rassemblement national, sera légitime au pouvoir s'il gagne l'élection? La légitimité. Il y a la légitimité dite institutionnelle que l'on connaît. Elle n'aura jamais le saut de la légitimité populaire. Mais voyez, c'est ça qui... ce type de réponse sème le trouble. Si Jean-Luc Mélenchon gagne, elle ne sème pas le trouble. Si Jean-Luc Mélenchon gagne, est-ce qu'il sera légitime au pouvoir? De mon point de vue, il sera légitime et peut-être que d'autres viendront ici. Institutionnellement, il aura et d'autres auront à s'exprimer sur ces sujets-là. Et le Rassemblement national, non. Pour le Rassemblement national, je dirais peut-être qu'elle sera légitime sur le plan institutionnel, mais elle ne sera pas légitime au plan populaire. Vous vous rendez compte que ces ambiguïtés-là... Non, c'est pas une ambiguïté. Non, je ne pense pas que c'est une ambiguïté, c'est juste de dire que nous faisons de la politique. Et que l'idée de celles et ceux qui essayent de normaliser l'extrême droite, ce sont des gens qui sont dangereux en réalité. Et donc, normalisés, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont à l'Assemblée nationale sur la base, en fin de compte, de discours politiques, sur des projets de politique en fait qui divisent. Et nous savons demain que si l'extrême droite arrive en responsabilité, ce que nous ne souhaitons pas, nous allons tout faire pour que cela ne puisse pas advenir, c'est les territoires dans lesquels moi j'ai grandi. Ce sont principalement ces populations qui vont souffrir. Et donc c'est une réalité. Alors il est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez ne pas vous sentir concerné par cela. Mais moi je sais que... C'est vrai. Tout ce qui est français nous concerne, monsieur. Oui, mais justement, donc si vous êtes concerné par tous les Français,
soyez aussi concernés par les Français qui sont dans ces quartiers populaires, y compris dans la ruralité. Mais là, nous ne parlons pas des gens qui vivent sur tel ou tel territoire. Nous parlons de principes. Nous parlons de gens qui concourent au suffrage universel. Bien sûr. Et s'ils ont le pouvoir, est-ce qu'ils sont légitimes ou pas? Moi, je dis vous juste dites une chose. Pas tout à fait. Je dis non, si, je dis qu'ils sont légitimes, bien sûr. Institutionnellement, vous dites. Mais vous avez bien observé qu'au moment où les électeurs se sont exprimés, d'ailleurs dans le cas du nouveau Front populaire, il y a une expression populaire qui a été faite. Et j'ai souvenir que le président de la République a contrarié cela. Et donc, c'est pas pour ça qu'il a nommé une première ministre. Donc, ça n'a empêché personne, d'ailleurs, de s'en offusquer. Est-ce que vous reconnaissez une part d'exagération de part et d'autre? Quand on compare à d'autres périodes, il y a eu dans les années 30 en France de grands écrivains de gauche qui soutenaient les crimes staliniens, les crimes de masse. Oui, mais ça, il y avait des grands écrivains de droite qui soulignaient Mussolini, qui déjà mettait en prison ses opposants. Aujourd'hui, quand on compare, quand vraiment on dit fasciste RN ou quand on dit danger de dictature et les filles, est-ce qu'on n'est pas dans les deux cas dans une sorte d'exagération folle? Moi, j'arbitre pas l'exagération de point de vue. Moi, je suis sur ma position, qui est une position politique, appartenant à une formation politique, qui aspire à avoir des responsabilités à l'échelle de l'État. Donc, nous sommes là pour faire des propositions. En 2027, c'est pas, en fin de compte, ces sujets qui vont emballer les gens. Les gens, ils ont besoin qu'on apporte des réponses concrètes à leur situation. Nous sommes pour ça. Donc après que nous ayons une différence nette avec l'extrême droite, ça c'est clair. Nous sommes les seuls à les combattre. C'est ça le problème. Nous sommes les seuls à les combattre aujourd'hui, objectivement. Et heureusement que dans l'opinion publique, c'est à la fois perçu positivement, parce que s'il est vrai que certains passent plus de temps à observer les propos qui peuvent être tenus par Jean-Luc Mélenchon et essayer de faire des fake news autour, dans la grande masse populaire, les gens adhèrent en fin de compte. Vous semblez oublier l'autre gauche. Il y a une autre gauche. Il y a François Hollande, François Ruffin. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Et c'est la gauche, en fin de compte, qui est en panne de perspective. C'est la gauche qui crée la division. C'est la gauche qui est en panne, y compris de responsabilités concrètes. Et c'est la gauche qui ne donne pas, en fait, de cap. Et c'est la raison pour laquelle la seule formation politique aujourd'hui portée par la France Insoumise avec l'alliance du nouveau, qui est une nouvelle alliance populaire, avec à la tête Jean-Luc Mélenchon et une équipe, permettra, je l'espère, de réunir l'ensemble en fin de gauche. François Ruffin, qui marque les esprits en se déclarant hostile à l'immigration pour le travail. Il refuse le plan d'importation massive de la main-d'œuvre étrangère que programme le MEDEF. Et voilà, typiquement, voilà. Donc, vous voyez. Qu'est-ce que ça représente d'après vous? Non, mais ça, c'est typiquement ce type de discours est complètement un discours traditionnel que l'on entend d'ailleurs à la droite et voire même à l'extrême droite. On n'a pas, dans le moment précis dans lequel nous parlons, besoin d'avoir ce type de sortie qui viennent diviser celles et ceux qui se prétendent d'être de gauche. C'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui une formation politique, notamment avec la France Insoumise et notamment avec une dynamique la plus large possible pour donner un cap sérieux. Nous avons besoin ici en France d'avoir bien sûr l'immigration. L'immigration est une chance. Ce n'est pas, entre guillemets, je veux dire, un handicap. Un mot sur la représentation on les appelle comme on veut, les racisés. Vous avez dit souvent les héritiers de l'immigration. Les héritiers, l'immigration post-coloniale. Donc voilà. Plutôt sur Est-ce qu'il en faudrait davantage, y compris d'ailleurs dans la direction de la France Insoumise? Bien sûr. Et il y en aura de plus en plus. Il y en a déjà. Beaucoup, hein, il n'y en a pas beaucoup. Il y en aura de plus en plus. Alors je dis juste une chose. Vous avez voté pour désigner Jean-Luc Mélenchon? Oui, j'étais là. Non, vous avez voté pour désigner Jean-Luc Mélenchon? Oui, j'ai voté, moi. Il y a eu un vote? Ah, il n'y a pas eu de vote, il y a eu des propositions. Il n'y a pas eu de vote, oui, c'est ça. Non, il y a eu des propositions. Mais pourquoi voulez-vous systématiquement que l'on vote? À partir du moment où on réunit 90 personnes et que dans les 90 personnes, il y a d'abord un débat sur la situation politique dans laquelle nous sommes, qu'à l'issue de ce débat politique, nous disons quelles sont les personnes qui sont les plus en capacité de le faire. J'avais la possibilité de lever la main, j'ai fait le choix de ne pas lever la main. La démocratie? Bien sûr, je l'aime la démocratie, je ne fais que ça, la démocratie, au quotidien. Vous doutez, vous savez. Non, je fais au quotidien la démocratie. La démocratie aurait été, par exemple, d'accepter qu'au moment du nouveau Front populaire, le Premier ministre ou la Première ministre soit du rang, par exemple. Non, mais à la France Insoumise, il doit y avoir des débats. Pourquoi il n'y a pas un deuxième candidat qui a envie d'être candidat à l'élection présidentielle? Mais à ce moment-là, rejoignez la France Insoumise et vous verrez, vous participerez au débat. Vous ne pouvez pas de l'extérieur interroger la France Insoumise. De l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il y a... Oui, mais c'est normal, puisque vous avez un prisme qui est un peu déformé, mais c'est normal. Jusqu'où irez-vous, Bali Begayoko? On a, pardon, c'est un lieu commun, l'Obama français, chacun. Les journalistes adorent les lieux communs. Vous savez, oui, c'est oui, mieux comme le monde. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, les États-Unis sont allés très loin. Ils ont élu président métis, Obama, et ils ont élu à l'autre extrémité du spectre un président nationaliste, Trump, qu'on soit pour l'un ou pour l'autre, il faut avouer une grande ouverture d'esprit aux États-Unis. Quand est-ce qu'il y aura en France un président issu de l'immigration, vraiment issu de l'immigration? Mais on y travaille. Quand, je ne sais pas vous le dire, mais on y travaille. Un jour non, pas forcément moi. Je pense que ce sera une génération qui sera après moi. Vous pensez que ce ne sera pas votre génération? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'elle va préparer les choses, mais une nouvelle génération sera en capacité. Pourquoi pas la vôtre? Pourquoi pas? Parce que je pense que c'est un processus beaucoup plus compliqué. Pour l'instant, il faut d'abord que Jean-Luc Mélenchon arrive président de la République, et ensuite, nous allons confirmer le reste avec celles et ceux qui sont héritiers de l'immigration. Vous pourriez succéder au président Mélenchon, peut-être? Je pourrais, mais après la victoire de 2027.
C'est important. On a vu ça, au Royaume-Uni, il y a eu un Premier ministre mais c'est qui était d'origine indienne. En fait, la séquence dans laquelle nous sommes, moi je suis plutôt issu du milieu sportif. Et donc j'aime bien les valeurs sûres. Je ne suis pas dans la séquence où je fais de l'expérimentation. Au moment où nous avons des propositions programmatiques à faire, nous avons besoin d'avoir un candidat tout de suite prêt à agir et qui a démontré 3 présentations successfulles aux élections présidentielles de à la fois sa droiture, de sa constance et de la ligne et de la trajectoire politique dans laquelle. C'est ça dont les populations ont besoin et c'est la raison pour laquelle j'apporte l'intégralité de mon soutien à la candidature Jean-Luc. On a vu son interview avec Amélie Carrouer cette semaine. Hein. Est-ce qu'il va, Mitterrand disait ça, au début on resserre un peu, puis après on ouvre, on arrondit les angles, il va arrondir les angles au fur et à mesure de la campagne? Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas seul, il y a une équipe, c'est-à-dire l'ensemble de l'équipe arrondira les angles quand il faudra, mais on sera aussi capable d'être intransigeant lorsqu'il faudra être. Jean-Luc Mélenchon n'arrondit jamais les angles. C'est vrai. On verra. En tout cas, vous non plus d'ailleurs. L'actualité ce soir d'abord et aussi internationale. Merci beaucoup, Baldé Bagayogo.